Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous allons voir le cours de iptables, donc toujours en suivant le module d'administration réseau sous Linux. Donc iptables c'est quoi? Donc c'est un moyen pour administrer un pare-feu. Donc le pare-feu est appelé NetFilter. Donc NetFilter est un pare-feu complet fonctionnant sous Linux noyau 2.4 et 2.6. Il remplace l'ancien pare-feu IPchain qui fonctionnait sur les noyaux 2.2. Donc le NetFilter est composé de trois tables. La table filter, table NAT et table Mongle. Donc la table filter, c'est la table par défaut. Il filtre les trois trafics principaux. Donc on va voir par la suite ces trois trafics. Donc le NAT, la table NAT, il est dédié à la redirection des paquets. Donc l'objectif DLS, c'est la redirection des paquets. Et finalement, table Mongle, c'est la table utilisée pour les services réseau additionnels, donc pour les autres services réseau. Donc NetFilter est administré avec la commande iptables, donc c'est l'objectif de cours d'aujourd'hui. iptables, c'est une commande permettant d'administrer la table NetFilter qui se compose de ces trois tables. Donc l'objectif de chapitre d'aujourd'hui, c'est d'étudier la table filter et l'administration de cette table avec la commande iptables. Donc la table filter contient toutes les règles de filtrage. Donc il contient trois chaînes. La première chaîne c'est input, deuxième chaîne c'est output, troisième chaîne c'est forward. Donc input il permet de filtrer tout le trafic en entrée de la machine, en entrée. Donc output il permet de filtrer tout le trafic en sortie de la machine. Donc forward, il permet de filtrer tout le trafic traversant la machine. Donc si on veut schématiser ça, donc on trace par exemple, ça c'est la machine. Donc tout trafic en entrée, ça c'est le rôle de la table input. Donc tout trafic en sortie de la machine, donc dans ce sens, de la machine vers l'extérieur, ça, la configuration se fait au niveau de la chaîne output. Et finalement, tout trafic qui va traverser la machine, c'est-à-dire la destination d'elle n'est pas la machine elle-même, donc il va traverser la machine, donc c'est-à-dire une source à part et une destination à part. Donc dans ce cas, on travaille avec la chaîne forward. Donc lorsqu'on ne spécifie pas la table, c'est-à-dire soit la table filter ou bien NAT ou bien Mongle, lorsqu'on ne spécifie pas la table dans la commande iptables, on travaille par défaut avec la table filter. Donc les trois actions possibles pour le filtrage de paquets, donc comme les access lists, donc permit, deny, etc. Donc la même chose ici, on a trois actions possibles. Donc on a la première action, c'est accept. Il permet d'accepter un paquet si la règle est vérifiée. C'est-à-dire il va laisser passer le paquet. Reject et drop, ils vont tous les deux rejeter le paquet. C'est-à-dire ils vont refuser le paquet d'atteindre sa destination. Mais maintenant, c'est quoi la différence entre reject et drop? Donc, puisque les deux, ils font la même chose. Ils permettent de refuser le paquet. Donc, la différence entre reject et drop, c'est que reject, il rejette le paquet avec un routeur d'erreur. À l'expéditeur, c'est la règle est vérifiée. C'est-à-dire, il va refuser le paquet, il va transmettre un message d'erreur vers l'expéditeur. C'est clair? Donc, il va refuser le paquet et va transmettre un message d'erreur vers l'expéditeur de paquet. Par contre, drop, il permet de rejeter le paquet sans retour de message d'erreur.
D'accord? Donc, lorsqu'on veut personnaliser le reject, donc on peut faire l'option moins reject with et on donne le type de message. Donc, enregistrement et chargement de règles. Donc, toutes les règles que l'on définit avec iptables sont stockées en mémoire. En mémoire. C'est-à-dire, lorsqu'on éteint, on redémarre la machine, on perd les règles. Donc, les règles, elles sont stockées dans la mémoire vive. Donc, dans ce cas, lorsqu'on éteint, on redémarre la machine, les paquets ou bien les règles seront perdues. Donc, pour sauvegarder ces règles, on fait la commande iptables save. Par défaut, ces règles vont être enregistrées directement vers ce chemin /etc/sysconfig/iptables. Ça, c'est un sauvegarde permanent. Donc, on peut remplacer le chemin par défaut, c'est-à-dire on peut sauvegarder le fichier ailleurs, dans un fichier à part. On fait la commande iptables save redirection vers le chemin de fichier vers lequel vous voulez enregistrer les règles dialog. Si on veut restaurer les paquets, c'est par exemple par une erreur intentionnelle, les paquets sont supprimés, donc on peut les restaurer avec la commande iptables restore, donc redirection inversée vers le fichier. Donc maintenant, on va voir des exemples de commandes iptables. Donc la première option, c'est "-l" majuscule. Donc iptables "-l", il permet d'afficher toutes les règles de toutes les chaînes de la table filtre. Donc, on a dit tout à l'heure, si la table n'est pas spécifiée, filter ou bien mat ou bien mongle, donc la table filter, c'est la table par défaut. Si on fait la commande iptables-l, il va afficher toutes les règles de toutes les chaînes. Ça veut dire quoi toutes les chaînes? C'est-à-dire les chaînes input, output et forward. Donc si on veut afficher les règles d'une chaîne spécifique, par exemple la chaîne output, on fait la commande iptables-l output. Pour ajouter une règle, on fait la commande "-a". Pour add, iptables-a output "-g drop". Donc "-g", il permet de spécifier l'action à faire. Donc soit drop, soit reject, soit accept. C'est l'option "-g". Donc qu'est-ce qu'il fait cette commande? Il va ajouter l'option ou bien la règle "-g drop" à la fin de la chaîne output. Il va ajouter à la fin de la chaîne output la commande "-g drop". Donc si on veut insérer une règle à un emplacement connu, si on veut faire l'insertion d'une règle, c'est par exemple on a plusieurs règles, on veut insérer une règle quelque part. Donc les règles, elles sont numérotées. Donc règle 1, règle 2, règle 3. Donc on veut par exemple insérer une règle dans la position 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la commande iptables-i dans la chaîne output et on donne le numéro ou bien l'emplacement. Donc l'emplacement où on veut insérer la règle. Donc cette commande, qu'est-ce qu'il fait? Il va insérer la règle "-g drop dans la position 1 dans la table ou bien la chaîne output. Donc supprimer une règle, c'est "-d" pour delete. Donc la commande iptables-d output "-g drop", il permet de supprimer cette commande de la chaîne output. Il va supprimer cette commande de la chaîne output. Donc on peut spécifier la règle à supprimer comme on peut spécifier son numéro. Donc ça revient au même. Bon, si on veut effacer maintenant ou bien remplacer. Donc on a deux options ici. Donc pour effacer, on commence par effacer. Si on veut effacer les chaînes, donc si on fait la commande iptables-f, on ne spécifie pas la chaîne, il va effacer toutes les règles de toutes les chaînes. Donc il va vider la table filtre. Donc il va effacer toutes les règles de toutes les chaînes de la table filtre.
Donc, si on veut par exemple supprimer seulement les règles de la chaîne input, il faut spécifier la chaîne. Donc, iptables-f input, il va supprimer seulement les règles qui existent dans la chaîne input. Donc, on a la commande R, c'est pour remplacer une règle. Donc, pour ne pas faire deux commandes simultanées, c'est-à-dire pour remplacer, il faut supprimer la règle qu'on veut remplacer et ajouter la règle voulue. Il faut supprimer la règle, il faut ajouter. Donc, deux commandes. Donc, pour ne pas faire deux commandes, on peut faire l'option "-r". Donc, iptables-r pour replace. Dans la chaîne output, donc on veut remplacer la règle numéro 1 avec la nouvelle règle, c'est "-g drop". Donc, il remplace la première règle de la chaîne output par "-g drop". Et finalement, donc définir une règle par défaut. Donc, la règle par défaut de toutes les chaînes, c'est accept. Donc, chaque paquet reçu, il sera accepté. Donc, si on veut modifier ce comportement, on peut faire la commande iptables-p output drop. Donc, ici, la règle par défaut de tous les paquets, ils seront rejetés. Donc, P, c'est pour définir la règle par défaut. Donc, on a des options globales. Par exemple, si on veut spécifier la source et la destination de paquets, donc les adresses IP source et destination, on fait "-s et on donne l'adresse source et "-d l'adresse de destination. On peut aussi travailler avec des interfaces "-i". C'est pour in interface, c'est-à-dire interface d'entrée, et O, c'est output interface, c'est-à-dire l'interface de sortie. Donc, des exemples. Bon, si on fait cette commande iptables-a input, donc on va ajouter dans la table input, "-s, c'est pour spécifier soit adresse IP, soit adresse réseau. Et ça, c'est la règle, "-g accept". Donc, l'objectif de cette règle, il permet d'accepter tous les paquets en provenance de ce réseau. Il permet d'accepter tous les paquets en provenance de ce réseau, la chaîne input. C'est-à-dire, il va permettre le sous-réseau 192.168.1.0 à entrer sur la machine. Donc, si on veut seulement une adresse IP, on veut autoriser seulement une seule adresse IP, on fait la commande "-s" et on donne l'adresse IP tout court. D'accord? Bon, si on veut maintenant autoriser tout sauf lot, sauf une adresse IP. On veut autoriser tout le monde sauf une seule adresse IP à refuser. Qu'est-ce qu'on fait? On fait iptables-a input-s point d'exclamation et on donne l'adresse refusée. Ça, c'est comme le bar. D'accord? Donc, on a autorisé maintenant tout le réseau sauf cette adresse IP à accéder à notre machine. Donc, "-d, c'est pour destination. Donc, iptables-a forward "-d 192.168.1.1. Donc, on va ajouter dans la table, dans la chaîne forward, cette règle qui permet d'accepter tous les paquets ayant pour destination 192.168.1.1. Donc, on peut travailler avec i. Donc, si on fait cette commande, iptables-a input -i ETH0 -G drop. C'est-à-dire, on va refuser tout le trafic en entrée de cette interface. On va refuser tout le trafic en entrée de cette interface. Donc, bien sûr, -i, c'est input. Donc, même principe, si on fait iptables-a output -o ETH0 -G drop, on va refuser tout le trafic en sortie de cette interface. Donc, tout trafic sortant par cette interface, il sera bloqué. Donc, on peut filtrer en utilisant des ports, donc des protocoles et des ports. Donc, P, c'est pour protocole. Donc, le filtrage par protocole se fait par 4 commandes, bien 4 options. Donc, soit je filtre selon le protocole UDP, ou bien TCP, ou bien ICMP,
ou bien all. Donc, lorsqu'on fait -p, on précise soit UDP, soit TCP, soit ICMP, soit all. Donc, all, c'est pour tous les protocoles. Donc, -spot et depot, c'est le port source et le port de destination. Donc, si on peut spécifier, le type de ICMP. Si on travaille avec -p ICMP, on peut spécifier le type ICMP à bloquer. Donc, parce que ICMP, il présente plusieurs types. Donc, echo request, echo replay, etc. Donc, des exemples. Donc, iptables-a. Donc, on va ajouter dans la table, dans la chaîne input, le protocole ICMP-G accept. Donc, on va accepter le ping en entrée vers notre machine. On va accepter les pings en entrée vers notre machine. Spot, iptables-a input, -p TCP, -spot 80, -g accept. Donc, cette commande, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte les données envoyées par un site web. Donc, il va autoriser les réponses par un serveur web à accéder à notre machine. Donc, argument -déport. Donc, iptables-a input, -p TCP, -déport 21, -g accept. Donc, on va accepter en entrée de notre machine tous les ports ayant comme destination le port 21 qui est le port FTP. Donc, si on veut préciser le type de ICMP, donc on peut faire iptables-a input, -ICMP, mais on veut maintenant accepter ou bien refuser seulement le type 8, c'est-à-dire le echo request, c'est-à-dire seulement le request. Et on ne veut pas accepter le replay, ou bien on ne veut pas bloquer le replay, on peut préciser le type. Donc 8, c'est echo request. Voilà, donc c'est tout pour la partie théorique. Donc on va passer à la partie pratique. Donc on va travailler sur le schéma suivant. Donc on va travailler sur deux topologies composées de deux machines. Donc Windows 10. Donc ayant comme adresse 192.168.1.10 et machine CentOS ayant comme adresse 192.168.1.1. Donc ici, la machine va jouer le rôle d'un serveur Telnet. Donc on va installer Telnet. On va installer le SSH et on va installer un serveur web. Donc bien sûr, on va faire la liaison flow réseau et bien évidemment, on va travailler ici avec le iptables. Donc on a besoin d'installer iptables. D'accord? Donc on va installer ces quatre services. On va créer tout d'abord la topologie et on va essayer de créer d'installer et de configurer ces quatre services. Donc voilà notre travail. Donc on commence par réaliser la topologie. Voilà, donc la machine, elle appartient au réseau interne. Donc même principe. Windows 10, elle fait partie au même réseau. Donc on vérifie le ping entre les machines. Donc ça marche. Donc ping vers 192.168.1.10, ça marche.
systemctl stop firewall day. Donc clear. Et on va commencer par l'installation des services. Donc on commence par le service telnet. Donc cd/run media, le nom d'utilisateur, CentOS package, et on lance les commandes rpm-ivh telnet server. Voilà, donc elle est déjà installée. Donc clear. Et on démarre le service. Systemctl. Donc on démarre le service telnet start telnet.socket. Donc on teste l'accès. On fait telnet 192.168.1.1. Voilà, donc j'ai un utilisateur local user 1. Et voilà, donc on est connecté avec user 1 en utilisant telnet. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec le SSH. Donc rpm-qa grep SSH. Donc, vous voyez bien que SSH server est déjà installé. Donc on fait directement la configuration avec vim /etc/ssh/sshd config. Voilà. Voilà, donc on a besoin de configurer le port. Donc port 22. Listen adresse, c'est l'adresse locale. Donc permit root login si vous voulez accéder avec le compte root. Donc PubKey authentication, non. Donc on ne veut pas utiliser l'authentification RSA. Donc on veut faire seulement authentification par mot de passe. Donc on va activer password authentication, yes. Voilà, donc on enregistre et on démarre le service systemctl restart sshd. Voilà, on teste l'accès SSH avec user1 @192.168.1.1. On confirme yes, le mot de passe. Et voilà, on est connecté en utilisant le SSH. Donc on sort, on efface l'écran et on teste maintenant. On installe le HTTPD. Donc rpm-ivh. Donc on est obligé d'installer les dépendances tout d'abord. Donc la première dépendance c'est APR. Donc 1.4. Voilà, donc c'est installé. rpm-ivh APR utile. Donc 1.5. C'est bien. rpm-ivh httpd tools. Tools, version 2.4. Très bien. Et finalement, bien avant final, c'est rpm-ivh mail cap. Et voilà, donc la dernière chose, c'est l'installation de HTTPD lui-même. Donc -ivh httpd, je pense version 2.4, voilà. Très bien, voilà. Donc on passe la configuration de HTTPD, donc vim /etc/ httpd conf httpd.conf. On va voir les options à configurer.
Donc, listen 80, user Apache, etc. Donc, serveur admin. Donc, server name, on configure l'adresse IP et le port. Donc, 192.168.1.1 et le port 80. Donc, document root. Donc, c'est ici qu'on va mettre notre page web. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Donc, on enregistre systemctl restart httpd. Donc, on teste l'accès. Donc, 192.168.1.1. Voilà, tester. 1, 2, 3. Donc, ça marche. Donc, on va créer une page web simple juste pour le test. Donc, vim /var www.html index.html. Donc, CentOS 7. Welcome to CentOS web page. On enregistre et on teste l'accès. Voilà, donc ça marche. Donc maintenant, on a installé le service et on a fait le test localement. On va faire le test à partir cette fois-ci de Windows 10. Donc on va utiliser l'outil PuTTY pour faire cette opération. Donc ça va nous permettre de faire l'accès, le test de l'accès SSH, l'accès Telnet. Donc on teste premièrement l'accès SSH. Donc 192.168.1.1 en SSH. Donc pour ces 22, on fait Open. Voilà, login, on va se connecter avec user 1, le mot de passe. Donc ça marche. Donc hostname. Donc on est sur la machine M1. Donc pwd. Voilà. Donc exit. On va refaire le test cette fois-ci avec Telnet. Donc l'adresse du serveur 192.168.1.1. Open. Donc user 1, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et voilà, donc on est connecté avec le Telnet. Donc exit. On teste l'accès avec le HTTP. Voilà, donc toujours on a accès. Donc l'étape suivante, on va installer le service IP Tables. Donc rpm-ivh IP Tables. Pardon, IP Tables Service. Voilà, c'est installé. Clear. Donc système CTL Start IP Tables. Donc pour démarrer le service, clear. Donc nous allons tester l'accès. Donc on va afficher tout d'abord IP tables-L juste pour afficher le contenu de la table. Vous voyez? Donc là, policy par défaut, c'est accept. On a quelques protocoles à accepter. On a enfin c'est reject all, anywhere, reject with SNP, etc. Donc on a une commande qui permet de rejeter le trafic. Donc on va tester un simple ping 192.168.1.1. Donc le ping ça marche. On va tester d'autres. Donc on va tester avec le HTTP. Voilà, donc ça marche pas.
On va tester par exemple avec le telnet 192.168.1.1. Donc vous voyez que ça marche pas. D'accord? Il a pris beaucoup de temps pour répondre. Donc ça marche pas. Voilà. Donc ça marche pas. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va effacer toutes ces règles. On va effacer toutes ces règles. Donc vous voyez qu'il y a des règles dans la chaîne input. Ça c'est la chaîne input. Donc les règles de la chaîne input. Ça c'est la chaîne forward. Donc il a une règle dans la chaîne forward. On a la chaîne output. Donc la chaîne output, il ne contient aucune règle. Donc on va afficher toutes ces règles iptables -f, donc clear, et on affiche un nouveau. Donc -l, voilà, donc les chaînes, elles sont vides. Et la politique par défaut, c'est accept. On va refaire le test. Voilà. Donc si on fait le test avec le telnet cette fois-ci, vous voyez bien que ça va marcher. Voilà, directement le 1, le mot de passe, et voilà. Donc maintenant, on va tester une règle qui va rejeter le port 23, donc le port telnet. Donc on fait iptables -a, c'est pour ajouter dans la chaîne input -p. Donc on va rejeter par exemple le telnet. Le telnet travaille avec le protocole TCP. Donc moins des ports 23, double moins des ports 23, moins G reject. Donc la commande permet de refuser tous les trafics en entrée dans notre machine ayant le port 23, c'est-à-dire le port de telnet. Donc c'est en test, c'est en affiche iptables -l input pour afficher seulement la chaîne input. Vous voyez bien qu'on a target c'est reject, le port TCP, anywhere, n'importe quelle source vers n'importe quelle destination ayant le protocole telnet. D'accord? Si on fait le test maintenant, donc vous voyez bien que l'accès HTTP est toujours, ça marche. Donc si on fait le test avec telnet, donc 192.168.1.1, open, vous voyez bien que ça marche pas. Donc le ping, donc ping 192.168.1.1, ça marche. Donc le telnet, ça marche pas. Donc si on fait le test, avec le SSH 192.168.1.1, vous voyez qu'on a la main pour saisir le login et le mot. Bon, si on veut par exemple afficher les lignes, donc on veut faire l'affichage avec les numéros de ligne. Donc on fait la commande iptables -l line numbers. Pardon, -l majuscule. Vous voyez? Donc -l line numbers. Donc il va ajouter une colonne au départ portant le numéro de chaque règle. Donc si on veut par exemple effacer cette règle avec son numéro, donc on fait la commande iptables -d pour delete de la chaîne input. On veut effacer la règle numéro 1. Donc si on refait iptables -l, voilà, donc vous voyez bien que la table filter elle est vide. Donc clear.
Donc maintenant, on va parler un petit peu sur donc Vim, sur une notion de blacklist et whitelist. Donc on a deux notions à traiter, le blacklisting et whitelisting. Donc le blacklisting, donc la règle par défaut, c'est accept. Donc tout le trafic est autorisé. Et on va ajouter des règles pour reject la règle 1 ou le protocole 1 et reject 2 et reject 3. Donc la règle blacklisting, c'est de configurer la règle par défaut sur accept, alors configurer les autres exceptions avec des rejects. Donc l'autre notion, c'est whitelisting. Donc dans cette notion, on va configurer la règle par défaut sur drop. C'est-à-dire on va refuser le tout et on va accepter la règle 1 ou bien le protocole 1 ou bien la machine 1, accept 2, etc. Donc pour la meilleure sécurité, donc c'est conseillé de travailler avec cette notion. Donc, vous devez configurer la règle par défaut sur drop, c'est-à-dire l'ensemble des trafics, il sera refusé et on autorise ce qu'on veut. D'accord? Donc, si on fait iptables-l, vous voyez bien que la règle par défaut, c'est accept dans les trois chaînes. Donc, on va modifier la règle par défaut à drop, donc avec la commande iptables-p input drop. Donc, clear iptables-l. Vous voyez que dans la chaîne input, la règle par défaut, c'est drop. Donc, si on fait maintenant le test, donc on teste l'accès HTTP, donc ça ne fonctionne pas. Donc on teste le ping, ne fonctionne pas. Donc il a bloqué le HTTP, il a bloqué le ICMP. Donc même si on teste les autres protocoles, donc 192.168.1.1 en SSH, donc toujours ne fonctionne pas. Donc c'est pas la peine de perdre le temps là-dessus. Que même si on fait le test, donc drop partout, donc même si on fait le test avec le local, donc on veut faire l'accès en local, ça marche pas. Vous voyez? Donc ça marche pas en local. Donc HTTP ça marche pas. Si on fait même le ping en local, donc ping 192.168.1.1, ça marche pas. Donc même l'accès en local, ça marche pas. Si on fait telnet 192.168.1.1, donc ça marche toujours. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser l'accès en local. On va autoriser l'accès en local. Donc on fait la commande iptables-a. On va ajouter dans la chaîne input -i lo -g accept. Donc quel est le rôle de cette commande? Donc si on fait nouvel onglet, on fait par exemple if config. Donc vous voyez bien qu'on a ici une interface qui s'appelle lo. Donc cette interface c'est loopback, c'est-à-dire l'interface locale.
Donc, nous allons configurer ici une règle qui permet d'autoriser l'ensemble des trafics entrant à notre machine en utilisant la boucle locale, c'est-à-dire l'accès local. Donc, c'est en test maintenant, iptables-l. Donc, vous voyez bien qu'on a dans la chaîne input une règle accept, donc le trafic provenant de l'interface locale. Donc, si on fait le test maintenant, voilà, donc l'accès local, ça marche. Donc, le ping en local, ça marche et ne fonctionne toujours pas à partir des autres machines. Donc, 192, 168.1.1, toujours ne fonctionne. Bon, si on veut maintenant autoriser le ping, si on veut autoriser le ping à partir de Windows 10. Donc, on fait iptables -a dans la chaîne input moins le protocole c'est ICMP moins la source 192.168.1.10. Donc, destination, donc bien évidemment, c'est notre interface. Donc, si vous voulez bien, on peut ajouter moins T 192.168.1.10, pardon, 1, moins J, accept. Voilà. Donc, l'objectif de cette règle, c'est d'autoriser le ping provenant de cette source vers cette destination. Donc, si on fait iptables-l, vous voyez bien, donc accepter, le protocole c'est ICMP, la source c'est 1.10 vers M1. Donc, c'est en test. Donc, c'est ls, le ping, ça marche. Autre protocole, donc ça marche toujours pas. Le HTTP, le telnet, il ne fonctionne pas. Donc, on peut tester avec le telnet, bien SSH. Donc, le SSH, donc ça marche toujours. Donc, nous allons ajouter une autre règle. Donc, iptables, -a, input, -p, le protocole, cette fois-ci, c'est TCP. Donc, on va autoriser le HTTP. Donc, TCP, donc -p, TCP, D, port 80. La source, c'est 192.168.1.10. Donc, la destination, c'est clair que, puisqu'on travaille dans la table input, c'est clair que la destination, c'est l'adresse locale. Donc, c'est pas la peine de l'ajouter. Donc, -j, accept. Donc, la commande permet d'autoriser l'ensemble des trafics entrants ayant le port 80 provenant de la machine 1.10. Donc, iptables-l, vous voyez bien, donc la chaîne, elle est ajoutée ici. Et on va tester le HTTP. Voilà, donc le HTTP, ça marche très bien. Donc, de la même manière, on va ajouter le SSH. Donc, on va modifier ici seulement le numéro de port, c'est le port 22. Donc, clear iptables-l input. Voilà, donc on a autorisé le SSH et on teste à partir de cette machine. Donc SSH 192.168.1.1. Voilà, donc on a l'accès. Donc l'ensemble de ces commandes
n'est pas enregistré. C'est-à-dire, si on arrête la machine ou bien on redémarre la machine, toutes ces règles elles seront perdues. Donc, pour sauvegarder ces règles, on fait la commande iptables save. Voilà, donc voilà, les commandes elles sont sauvegardées. Donc l'emplacement par défaut de ces commandes, donc on va les trouver dans /etc/sysconfig /iptables. Voilà. Vous voyez donc la chaîne input est celle-là. Donc les commandes qu'on a configurées tout à l'heure. Donc si on fait par exemple le ping maintenant vers le indice, vous voyez que la machine, on peut pinguer de serveur vers la machine. Donc ça, on veut faire maintenant une règle qui permet de bloquer le ping en sortie de notre machine. On fait la commande iptables -a, cette fois-ci dans la chaîne output, moins le protocole, c'est ICMP, moins source, c'est notre machine locale, destination, c'est la machine Windows 10, moins J, reject. Donc clear, iptables -L. Vous voyez bien que la règle, elle est là. Donc, donc la règle par défaut, c'est accepter tout, sauf, on va rejeter les paquets ICMP, source la machine locale vers la destination Windows XP. Donc, l'action, c'est reject. Donc, clear, on va tester maintenant le ping 192.168.1.10. Vous voyez? Donc, opération non permise, destination port irreachable. La dernière commande, iptables-vl, ça c'est pour afficher les statistiques. Donc ça permet d'afficher chaque règle et l'ensemble des paquets sur lesquels la règle est appliquée. Donc par exemple, ici, donc accept SSH, on a accepté 9 paquets d'accès SSH. Donc ici par exemple, on a bloqué 12 paquets en sortie de notre machine vers la machine Windows 10. Donc la commande, il permet d'afficher des statistiques. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez compris. Au revoir.